Merci beaucoup. Oui. Voilà, nous sommes 13, puisqu'il y a Georges et Myriam qui sont une fenêtre, mais deux. Et je propose que nous commencions. Je commence par saluer Pierre Drielsma, donc médecin délégué à la oui, délégué à la commission forfaitaire de l'INAMI, donc ça c'est actuel, et membre honoraire du bureau stratégique de la Fédération des maisons médicales et du bureau du syndicat des médecins généralistes qui s'appelle GBO. Nous nous retrouvons ici sous l'étiquette s'organiser. C'est un petit groupe qui a commencé à se mettre en place l'année dernière et qui réfléchit à des façons de s'organiser pour, d'une façon générale, améliorer les rapports sociaux, les conditions de travail, enfin ce que vous voyez sur le site. Et en examinant d'une part comment ça marche ou ne marche pas dans ces gros machins que sont les syndicats officiels, qui sont bien utiles, mais qui sont parfois un peu lourds et lents à la détente, et comparer avec, par exemple, ce que propose Jane McAlevey dans un contexte différent aux États-Unis, mais transposable. Encore un mot sur l'association ici, ATTAC, l'association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne. Comme toutes les associations depuis plus d'un an, nous sommes en mal de véritables rencontres, pas seulement les associations d'ailleurs, tout ce qui est toute la culture. Alors nous essayons de garder le contact et nous organisons ainsi une série de rencontres en ligne par ce logiciel Zoom qui est tout aussi détestable que les GAFAM, que Apple, Google et autres, parce que c'est une plateforme qui fait du fric en bourse, mais comme ses partenaires GAFAM, elle a une redoutable efficacité. Ça marche, quoi. C'est facile. On a la discussion, on a toutes sortes de trucs comme ça. Et néanmoins, non, je crois qu'il faudra, dans un avenir proche, nous interroger sur notre utilisation de ces outils-là. Bon, ceci dit, je ferme la parenthèse moralisatrice. Notre prochain rendez-vous Zoom, ce sera le 20 avril avec Pierre Courbe. Nous avions espéré fermement que ce serait en présentiel, mais à mon avis, ça ne va pas être possible. Donc, Pierre Courbe qui va nous parler de son petit livre Aimer le vivant. Le 21 mai, là, c'est hybride. Ce sera sans doute en partie en vrai, dans la salle Ferrer donc c'est un vendredi, et ce sera la foire du livre politique 2020. Et là, nous avons attaqué à une présentation par Éric Toussaint et Arnaud Zacharie de leur dernier livre, respectivement Capitulation entre adultes sur la situation, ce qui s'est passé en Grèce en 2015, en réponse au livre de Varoufakis
conversation entre adultes. Et titre lui-même emprunté à une déclaration de Christine Lagarde quand elle était directrice du FMI. Et Arnaud Zacharie, c'est sur la transition sociale et écologique, la prospérité pour tous, un sous-titre fort optimiste. Alors, nous prévoyons une assemblée générale le 26 mai et le 29 mai, des balades qui a été reportée encore, mais qui aura donc, enfin, qui devrait bien avoir lieu dans le parc de la Chartreuse pour comprendre ce que nous propose le gouvernement Vivaldi. Et puis en juin, il y aura le Tax Justice Day et le 8 juin, la journée des océans, avec un film. Et nous espérons bien nous retrouver pour pique-niquer de concert à la fin juin, si possible, le 24 juin, ce serait pas mal comme date symbolique. Voilà, ça c'est un bref aperçu de des rendez-vous que nous pouvons nous donner, avec le premier rendez-vous que je n'ai pas mentionné, mais qui va revenir dans la conversation de ce soir, qui est la journée mondiale de la santé, des luttes pour la santé, là tout de suite, la semaine, enfin, juste après Pâques, le 7 avril. Donc Pierre Drijnsma nous a communiqué généreusement une série de textes qui se trouvent sur notre site sous l'onglet Santé. Et en fait, déjà en novembre, nous avions, lors d'une rencontre à laquelle Éric Liac participait déjà, nous avions écouté deux personnes qui travaillent, donc deux médecins de la maison médicale Saint-Léonard, Perrine Seron et Juliette Teicher, et elles nous avaient déjà démontré l'importance de la première ligne. Donc la première ligne, les généralistes, les maisons médicales, les kinés, et la configuration de la maison médicale rassemble tout ce petit monde. Alors, comme annoncé, comme prévu, nous allons converser avec le docteur Drijnsma à partir de quelques questions. Il nous a déjà dit qu'il y aurait de quoi écrire un livre sur chacune, donc il faudra veiller à ne pas en faire des volumes. Alors je vais commencer, je vais lancer une première question. En fait, dans les textes qui se retrouvent en ligne, il y en a un qui remonte à 2006, ça fait quand même déjà un moment. Et il y a des obstacles à développer des soins de première ligne qui ont toujours l'air d'être d'actualité. Rien n'a bougé, sinon en pire, je dirais. Et un de ces obstacles, c'est la rémunération à l'acte. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça désigne et pourquoi ça va à l'encontre d'une médecine rationnelle, d'une médecine qui prend vraiment en compte la santé de la population?
OK, vous me dites si vous m'entendez bien, sinon je peux perfectionner. Bon, Ça va bien. en fait, la rémunération à l'acte, elle est critiquée par le GERM, qui est mort, dont je suis d'ailleurs l'exécuteur testamentaire. Heu, donc depuis pratiquement la fondation du GERM. Le GERM a été fondé un peu après la première grève, dite grève UNN ou grève des chambres syndicales ou grève de l'APSIM, comme vous voudrez, qui a eu lieu en avril 64. Et donc le germe est apparu, à l'écran entre 65 et 66. Et il a tout de suite dit, si on veut, réformer les soins de santé parce qu'ils étaient, comme toujours maintenant d'ailleurs, essentiellement hospitalo-centriques et on l'a encore très, très bien vu lors de la crise du covid. Et il faut 2 choses, il disait. Il faut supprimer ou en tout cas très fortement amender la médecine à l'acte, qui est donc cette médecine où chaque fois que vous consultez, vous payez. Enfin, si c'est pas vous, de toute façon, si c'est en tiers payant, ce sera la mutualité, qui paiera ou le système de remboursement. Donc un système où le professionnel a son revenu qui est modulé par son activité et son activité est mesurée elle-même au contact avec le patient. Que le contact soit long ou qu'il soit court, ça n'a pas énormément d'importance, c'est le contact. Donc, si vous êtes logique et que vous souhaitez vous acheter une nouvelle voiture, eh bien, vous allez essayer de multiplier les actes pour pouvoir arriver au seuil de revenu qui vous paraît utile. Alors, je voudrais quand même ça, c'était la 1re chose que le GERM disait concernant l'acte. Le deuxième qu'il disait pour la première ligne, c'était qu'il fallait changer l'enseignement des étudiants en médecine et ça, c'est en cours. C'est très loin d'être fini. C'est un combat, heu, séculaire, je pourrais dire, mais on doit reconnaître qu'entre 1966 et 2021, la situation a quand même très, très fortement évolué du côté de l'enseignement. Du côté de l'acte, bah, quand même, ça a changé aussi puisque depuis 1982, les patients et les soignants ont le droit d'opter pour un système forfaitaire. Donc je suis, moi, personnellement, dans un système forfaitaire depuis 1984. C'était la première maison médicale ici à Seraing, de où a entre autres travaillé Marco Dujardin que certains ont connu et qui est malheureusement décédé de ce putain de virus. Et donc nous avons donc commencé avec le forfait en 1984 et ça a été tout de suite un succès auprès des patients, en tout cas. Donc, heu, on nous avait toujours dit que ça ne plairait pas spécialement, mais en réalité, c'était un très, très grand succès et ça a permis aussi d'améliorer l'accessibilité aux soins de première ligne. Donc la médecine à l'acte, elle n'a pas que des défauts. Je dis souvent, il faut adapter le système de paiement, aux pratiques. Par exemple, je dis: «Vous avez intérêt à payer à l'acte, ce qui n'est pas fait suffisamment, parce que vous allez créer un stimulus pour que ce soit fait. Par contre, vous n'avez pas intérêt à payer à l'acte quelque chose qu'on fait déjà beaucoup trop et là, vous avez intérêt à forfaitariser. Donc je suis très nuancé. Heu, on a observé, par exemple, en Angleterre que les visites de nuit chutaient très, très, très fortement, alors qu'a priori, il y a quand même un volant de visites de nuit qui sont utiles. Maintenant, d'ailleurs, les médecins anglais ne font plus de garde, mais en fait, ça, c'est une autre discussion. Hem et moi, je pense qu'il faut maintenir, par exemple, pour les soins palliatifs ou bien pour les visites de nuit en maison de repos, il faut maintenir un certain volant de visite de nuit, mais c'est très désagréable, je reconnais, pour le professionnel de se relever, alors qu'en général, le lendemain, il a quand même sa journée de boulot. Donc, i qu'il y ait une compensation financière pour ce genre de situation, moi, ça me gêne pas, donc à condition que ce ne soit pas le patient évidemment qui paye, hein, mais ça c'est l'autre aspect des choses. Dans la médecine à l'acte, souvent, il y a ce qu'on appelle un ticket modérateur, qui est une participation personnelle du patient, qui elle est franchement nuisible à l'accès financier. Voilà pour l'acte. Alors évidemment, c'est encore pire quand on se trouve avec des machines. Donc pour la biologie clinique, comme c'est automatisé, que vous demandiez 5 questions, que vous posiez 5 questions à la machine ou que vous lui en posiez 50, ça ne change pas grand-chose pour la machine, mais par contre pour vous, vous allez avoir un revenu qui va être multiplié par 10. C'est une des raisons pour lesquelles on a fortement modifié les paiements
des labos, mais il a fallu le temps. On a fait 3 paliers et puis quand même des suppléments à l'acte. Donc l'acte reste même dans un domaine où franchement l'effort, je dirais, produit par le médecin est assez modéré, puisque c'est la machine qui fait le boulot. Le spécialiste, évidemment, fait le boulot d'interprétation, mais il le fait assez peu en général. Les résultats sont envoyés de façon brute au médecin, parfois avec un commentaire, parfois sans. Donc, il n'y a pas systématiquement un travail intellectuel qui a été fait par le biologiste clinicien. Et donc, on se trouve à la fois avec quelque chose qui peut fonctionner comme une planche à billets et en même temps, pas vraiment un travail intellectuel. Donc, c'est assez problématique pour ce type de... On sait aussi que maintenant, avec l'intelligence artificielle, la radiologie va probablement ressembler de plus en plus à la biologie clinique. Et donc là aussi, alors évidemment, quand on parle des dépenses en radio, parce que comme je suis quand même dans pas mal de commissions à l'INAMI, on dit oui, mais ce n'est pas nous, ce sont les généralistes ou d'autres spécialistes qui demandent les radios. Et donc le radiologue se défend d'en être responsable, mais en réalité, on ne fait pas grand-chose pour aider les généralistes ou les spécialistes à bien prescrire. Et là, il faudrait des logiciels qui fassent déjà un pré-tri. Ça, il y en a qui utilisent, ça, il y en a très très peu, mais enfin, c'est possible. Donc voilà, la médecine à l'acte, donc c'est quelque chose qui pose problème parce que, et je dis, ça pose surtout un problème quand l'acte est assez aisé et qu'il est inutile. Donc là, c'est vraiment dramatique. On est assis, j'appelle ça, sur le robinet à finances et on peut ouvrir ce robinet à peu près aussi grand qu'on veut. Alors, je ne sais pas si j'ai été clair ou s'il y a des sous-questions sur la médecine à l'acte, mais donc la médecine à l'acte c'est pas le grand Satan. Ça peut être justifié pour certaines choses. Je donne un dernier exemple pour l'utilité d'une médecine à l'acte, mais ou ce qu'on appelle parfois la médecine à la performance. C'est par exemple si vous avez un taux de vaccination dans votre population qui est de 80%. On est en train de parler des vaccins, donc c'est intéressant. Et à ce moment-là, qu'on donne entre guillemets une prime au généraliste qui a réussi à obtenir certains résultats de santé publique, pourquoi pas, ou de dépistage du cancer du col, ou de dépistage du côlon, ou de dépistage du cancer du sein, voilà, ou de dépistage de la dépression ou du burn-out, etc. Donc, je pense que des stimulants économiques pour bien travailler, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'horrifie. Ce qui m'horrifie, c'est quand ça ne stimule qu'au profit et ça n'a pas d'utilité sociale. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions directement sur la rémunération à l'acte. Sinon, en lien avec ce problème que tu identifiais, donc ce problème d'intérêt financier et du coût des machines, et donc se pose la question, est-ce qu'il y a vraiment un problème d'encouragement au gaspillage par l'utilisation de certains actes? Est-ce que dans la situation actuelle, on vient d'avoir pas mal d'exemples. Oui. Et je pense qu'il y a un encouragement au gaspillage par deux méthodes, pas suffisamment de formation en santé publique. J'y viendrai peut-être quand on parlera du carré de Monique van der Maal, c'est-à-dire la question individuelle collective et subjective objective. Je sais que c'est une question qui fait partie de la liste. Donc, je reviendrai très fort là-dessus. Je pense que les médecins généralistes, et pas que d'ailleurs, les spécialistes aussi, ont une formation en santé publique qui est tout à fait insuffisante. Et elle arrive trop tôt dans le cursus. C'est une formation à la santé publique qui n'a de sens que quand on soigne des populations. Et or, soyons clairs, les généralistes comme les spécialistes sont surtout formés pour soigner des individus. Et d'ailleurs, une grande partie de la jouissance des généralistes, c'est dans la relation interindividuelle, ce qu'on appelle le colloque singulier hein, dans notre jargon sympathique. Et les généralistes ne veulent pas perdre ça.
Et le problème, c'est que la jouissance d'une vision populationnelle, c'est surtout une jouissance intellectuelle, tandis que la jouissance individuelle, elle est affective, elle est sentimentale. Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications. Et donc, comme le généraliste est considéré comme un imbécile, puisqu'il n'a pas fait une spécialité, je caricature, mais soyez rassurés, je l'ai déjà entendu quelquefois. Donc forcément, la question sentimentale, ça va beaucoup le brancher et il aura un peu peur peut-être ou il ne sera pas tellement tenté de s'investir dans une réflexion intellectuelle et politique, heu, sur l'utilité de certains soins. Et plus on s'intéresse au collectif et aux politiques, disons au social, peu importe, enfin vous voyez bien ce que je veux dire. Heu, Oui. plus les questions de santé publique deviennent importantes et peuvent vous donner de la jouissance aussi. Je parle de plaisir au travail et malheureusement donc tout ça, c'est très manquant. Donc le généraliste n'aura pas une très grande formation en santé publique, donc pour lui, quelque part, remplir une page avec des croix pour de la biologie, il se dit, parce qu'il n'a pas eu la formation suffisante, ça commence à aller mieux, hein, mais comme ça, je vais rien rater. D'ailleurs, beaucoup de patients me demandent encore: Docteur, une prise de sang complète». Hein, je sais très bien ce qu'ils veulent dire. Ils veulent que je coche partout. Mais ça n'a pas de sens, évidemment. Et je peux expliquer pourquoi ça n'a pas de sens. Donc, euh, les citoyens doivent aussi appréhender ces questions d'utilité sociale de certains coûts. Et donc, voilà, pour Oui. essayer de résumer ce problème. Donc, le gaspillage, il existe, il est massif en biologie clinique, il est massif en radio, et, et il est massif en médicaments. Ça, on pourra y revenir aussi. Euh, mais je répète, il faut former les généralistes, pas seulement, et on en reviendra donc, dans la question de l'écartèlement, dans la relation individuelle, où je pense qu'ils sont assez bons. Et ce qui me fait dire qu'ils sont assez bons, c'est que la population leur voue une certaine confiance. Donc je pense que cette confiance, elle est bien due à cette relation interindividuelle de qualité. Sinon, les gens n'auraient pas confiance. Oui. Et alors, enfin, je ne sais pas si parmi les participants, il ne faut pas hésiter, hein, s'il y en Oui, à a qui interrompre demandent ou à objecter. Hein. Moi, je n'ai pas de la vérité. compléments. euh, Oui, euh, faites des commentaires dans la discussion ou agitez la main Ouais. virtuelle ou agitez la main réelle. Il y a Anne qui agite la main réelle. Oui. Anne, tu veux dire quelque chose? Allume ton micro. Allume ton micro. En bas, en bas à gauche. Là qu'on t'a perdu. Non, tu as coupé le micro est juste pour à côté. parler. Ça Voilà. va comme Oui, ça? on oui, on t'entend. t'entend. Et on ne te voit plus, mais ce n'est pas grave. Mais bon, On t'entend. voilà, on m'entend. Je voudrais tout ce que vous avez dit me paraît juste. Maintenant, je nuancerai la question du paiement à l'acte dans la mesure où j'ai travaillé 20 ans avec paiement à l'acte, mais 12 ans comme fonctionnaire public dans le système de santé portugais où les médecins ne sont pas payés à l'acte. Et je vois les mêmes dérives que j'attribuerais pour moi essentiellement à la mainmise des grandes entreprises financières, pharmaceutiques et de matériel médical et d'hôpitaux qui exercent une pression énorme et à l'éducation des médecins qui reste avec ses qualités et ses défauts, la qualité de la relation
humaine individuelle, mais centrée sur soigner et ignorant ce que le germe que j'ai bien connu dans ma jeunesse a bien souligné, c'est l'absence de travail global sur la santé de la population. Alors, le poids des médecins sur le travail, sur l'environnement, la qualité de vie, la qualité d'alimentation est tristement faible par rapport à l'intensité du travail de soignants. Et l'importance, pour moi, ce serait important de rééquilibrer la balance. Voilà. Qu'en pensez-vous? Je peux répondre ou d'autres questions, je ne sais pas. Non, non, j'ai déjà beaucoup parlé. Donc, je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a donc, moi, je retiens deux choses de ça. La première, c'est qu'il y a le poids du secteur santé capitaliste dans le système qui a les moyens, pas de vous faire parler, mais de vous faire tromper. Donc, ça, c'était intéressant parce que j'ai entendu Yvon Angler, avec lesquels j'ai fait mes études par ailleurs, qui, on l'interrogeait sur la question de changer la logique économique de la production de vaccins. Et il a légèrement botté en touche en disant c'est pas en situation de crise qu'il faut transformer les choses. Mais il complétait en disant oui, il faudrait que, alors qu'on a un secteur de santé qui est un secteur de type service public, et en face, on a le pharma, mais aussi la technologie, les implants, enfin, tout, vous voyez ce que je veux dire, ce que j'appelle le complexe médico-pharmaceutique, qui, lui, est complètement marchand, mais à 1000%. Donc, ça ne va pas. Donc, il faut, pour moi, et pour Angler, je sais bien, mais il est plus poli que moi, que les pouvoirs publics prennent du pouvoir au sein des entreprises. Et c'est possible. Dans l'industrie de l'armement, dans toute une série d'industries, les pouvoirs publics ont le moyen de rentrer dedans avec ce qu'on appelle des golden shares, des actions en or, donc des capacités de changer les décisions des actionnaires capitalistes. Bien. Donc ça, c'est vraiment essentiel et je pense que ça doit être dans nos combats majeurs parce que le pharma va nous tuer. Il va tuer la sécurité sociale. Ça, on est déjà dans le mur si on ne fait pas quelque chose. Donc, je suis bien d'accord. Ça, c'est un problème et que même des systèmes complètement fonctionnalisés, ben, ils sont influencés. Et surtout que les firmes font des petits cadeaux. Enfin, elles savent s'y prendre pour truander l'univers. Donc, je pense que il faut que tout ce secteur soit régulé de façon beaucoup plus disciplinaire. Ça c'est un aspect. Le deuxième aspect c'est pour la formation. Je répète, la formation va mieux parce que les jeunes assistants que j'ai maintenant ou que je fréquente, franchement, ils ont une vision de l'utilisation du pharma qui est meilleure. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, elle est meilleure que quand moi je suis sorti et quand nous sommes sortis. Et ils réfléchissent à cocher combien et tout ça. Et puis, en plus, on discute avec eux. Mais franchement, on n'est plus dans la logique de production et de répondre à une demande tout le temps de façon frénétique. Donc, moi, je trouve que là, de ce côté-là, il y a une amélioration. Mais le pouvoir de l'économie capitaliste dans le secteur de la santé est colossal, ça, on est bien d'accord. Et quel que soit le système de santé et son organisation. Et là, tu viens de dire quelque chose d'important, c'est les pouvoirs publics ont la capacité de contrôler. Oui. Ils le font pour l'armement, ils le font pour la distribution d'eau, ils le font pour des tas de secteurs. Ils peuvent le faire pour le pharma, c'est de la couillonnade. Simplement, le pharma est un des secteurs qui donne les plus-values les plus colossales. Hein. Ça, c'est bien connu. Et comme vous savez, le prix en pharma, il est désigné par ce qu'on appelle willingness to pay, donc propension à payer. Donc, un médicament qui va sauver, enfin, qui va traiter un cancéreux, il peut dire n'importe quel prix. C'est très, très difficile pour un pouvoir public de refuser le prix.
parce que s'ils refusent le prix, ils refusent le médicament. Donc, c'est pour ça qu'il faut une régulation des prix. Vous savez qu'un médicament qui ne coûte rien du tout, puis un jour, on rencontre une nouvelle indication pour quelque chose de grave, hop, le prix monte. Alors qu'évidemment, le coût de production n'a pas augmenté. Au contraire, il baisse puisqu'on en produit plus. Hein. Vous savez qu'on fait ce qu'on appelle les économies d'échelle. Donc, plus vous produisez, moins ça coûte. Eh bien, il augmente les prix parce qu'il y a une propension à acheter plus élevée. Donc, on n'est pas du tout dans un système de santé. On est dans un système tout à fait de truand, quoi. C'est comme le type qui a une gourde d'eau dans le désert et tous les autres sont assoiffés, il peut monter les prix. Oui. Là, pour la relation entre, tu as dit tantôt la relation entre les différents types de médecins et les relations entre les maisons médicales et les hôpitaux, etc. Donc, l'échelonnement du trajet de soins, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Parce que c'est vrai que les différentes spécialités, les chirurgiens, ils considèrent que les généralistes ne sont pas là et on voit que le nombre de généralistes manque cruellement et risque de manquer encore plus à l'avenir. Oui. On a une petite chance pour le moment parce qu'on a ce qu'on appelle la double cohorte, c'est-à-dire qu'on est passé de 7 ans à 6 ans. Alors, grâce à ça, on a eu deux volets de généralistes pour la même année. Donc, ça a mis un peu d'oxygène dans le système. Évidemment, c'est un fusil à un coup. Alors, d'abord, je voudrais dire que j'ai qu'un milieu. Moi, je ne pense pas que les généralistes sont des concurrents des spécialistes. Enfin, ils ne devraient pas l'être. Et quand j'ai commencé à bosser, on avait toute une série, parce que la maison médicale dans laquelle j'entrais avait déjà. Donc, moi, je suis entré en 81 et la maison médicale a été créée en 1974, donc elle avait déjà 7 ans. Et ils avaient eu le temps de découvrir des spécialistes tout à fait sympathiques. On avait un neurologue qui d'ailleurs, je crois, vient de raccrocher, qui s'appelle Michel Cornette, qui avait été membre du PC et qui était quelqu'un de très bien. Il y avait Jean-Michel Fouadard, qui était syndicaliste FGTB, qui était très bien. Donc, il y avait en neurologie le docteur Petit, qui était quelqu'un avec lequel je m'entendais super bien. Il me conseillait, je gardais les gens à domicile avec des cailloux dans les tuyauteries. Il m'expliquait ce que je devais leur injecter, tout ça. Donc, on faisait des vraies hospitalisations à domicile sous la supervision des spécialistes intelligents. Mais je crois qu'il faut être quand même clair, des spécialistes qui ont une politisation aussi importante, je crois qu'il y en a de moins en moins. Ça, et c'est un problème. Donc, mais il y a des spécialistes qui sont d'accord de collaborer et de coopérer et qui sont d'accord de faire leur job de spécialiste. Ce qui pose problème en médecine, c'est que comme on n'a pas justement cet échelonnement dont je vais peut-être parler plus tard, c'est que les spécialistes font de la médecine générale mieux payée et pour lesquels ils sont surcompétents. Donc, ça ne sert à rien. Pensez qu'un spécialiste soigne une hypertension, il y a des hypertensions très compliquées, il y en a peut-être 1 ou 2% qui nécessitent un avis spécialisé, mais la plupart des hypertendus sont soignés par votre serviteur ou ses semblables sans aucune difficulté. On y arrive, on y arrive. Donc, il ne devrait pratiquement pas y avoir d'hypertendus qui vont chez le spécialiste. Même chose pour le diabète. En Belgique, actuellement, 50% des diabétiques voient un diabétologue, alors qu'en fait, les généralistes sont capables de soigner 85% des diabètes. C'est une moyenne internationale que j'ai retrouvée dans mes propres chiffres. Donc, il faut complètement changer les choses. Le problème, c'est qu'actuellement, tout le monde est concurrent de tout le monde. On en discutait encore tout à l'heure, j'étais en réunion syndicale du GBO ce midi. Les pharmaciens veulent vacciner, les pharmaciens veulent faire des consultations, tout le monde veut tout faire. Donc, on est dans une logique concurrentielle et moi, je voudrais bien qu'on arrive à une logique complémentaire. Donc, on définit des tâches pour chaque profession. Il peut y avoir un chouïa de recouvrement, mais globalement, on est complémentaires. Et on va chez les spécialistes quand on a un problème très complexe, et pas pour une broutille. Et
et ainsi de suite. Si ce sont des choses que le pharmacien peut résoudre, moi, je n'ai pas de problème qui viennent d'abord chez le pharmacien, non chez moi. En France, surtout dans les petites localités où il n'y a pas des généralistes partout, eh bien, le pharmacien fait un job presque de généraliste. C'est pas un vrai problème, de nouveau. Il faut voir si la qualité des soins y est et si tout le monde est content. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Eric, il faut mettre ton micro. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur la répartition des tâches. Sinon, se pose la question, depuis 2006, la Belgique a introduit la notion d'un médecin référent et de dossier médical. Donc, le dossier médical, je sais bien qu'on le demandait depuis 64 aussi, je pense. Oui, tout à fait. Ça a été la cause de la deuxième grève, entre autres, hein, qui, oui. elle, a eu lieu entre 79 et 80. Donc, Et avant à ce moment-là, on parlait de dossier papier et pas de dossier informatisé. informatisé. Et alors, bon, si tu peux expliquer un peu les conséquences et les caractères que ça, parce que le fait de devoir choisir, d'abord, le système qui est mis en place, si j'ai bien compris, c'est que c'est un médecin qui est référent et ce n'est pas la maison médicale qui est référente. Donc, on ne peut pas demander, quand on va chez le spécialiste, qu'il transmette l'analyse à la maison médicale, mais il la transmet au médecin qui a demandé la chose. Voilà. Moi, ça, ce sont des dysfonctionnements parce que, bon, j'ai travaillé quand même exactement 39 ans là-bas, de 1981 à 2020, fin 2020. Je continue de travailler, mais en dehors de cet endroit-là. Mes patients, enfin, il disait docteur Drinsmeier, médecin, par exemple, mais la maison médicale recevait, c'est elle qui dépouillait mon courrier, et mes dossiers étaient accessibles à tous mes confrères, donc ils avaient l'information. Donc je crois que de ce côté-là, alors, comment les maisons médicales sont organisées, et puis alors, on appelle maison médicale tout et n'importe quoi, hein, il y a les pratiques forfaitaires, donc le fameux forfait, qui a quand même beaucoup grandi, puisque maintenant, il y a 1 demi-million de citoyens dans ce pays qui sont dans ce système. C'est quand même du monde. Hein. C'est la même chose que tous les gens qui ont eu 2 vaccins. Alors, et ça monte tout le temps. Ça n'arrête pas de grimper. Donc, franchement, les maisons médicales, en tout cas celle de la fédération et celle de la Vlaamse Vereniging, donc de la fédération sœur en Flandre, et celle même du Parti du Travail de Belgique, donc la MPLP, il n'y a pas de séquestration de patients par le thérapeute. Non, ça n'existe pas. Mais c'est possible que ça existe dans des groupes forfaitaires plus libéraux. Ça n'a aucun sens, évidemment. Il faut un dossier commun. Et alors, le DMG, Eric en parlait. Bon, moi, je trouve que c'est un vrai progrès pour la médecine à l'acte. Parce que, de nouveau, ça crée un contrat entre les généralistes et le patient. Et ce contrat permet aux généralistes d'inviter le patient à venir. Vous savez que quand on faisait de la prévention dans le cadre de l'acte, on écrivait une lettre au patient pour lui dire vous voudriez peut-être faire un vaccin. Eh bien, l'ordre disait que c'était de la retape. Donc, on était critiqué comme faisant du commerce. Donc, c'était assez rigolo. Parce que je ne pense pas que les maisons médicales font du commerce. Enfin, bon, ils font peut-être beaucoup de conneries, mais pas celle-là. Et donc, non. Donc c'est intéressant. Je pense que ce DMG, et d'ailleurs Marc Jamoul, qui est quelqu'un d'une maison médicale qui a été très, très, très longtemps à l'acte, qui vient seulement de basculer il y a 2-3 ans, il est encore plus âgé que moi, donc, et il a toujours trouvé que le DMG était une solution intermédiaire entre l'acte pur et dur et le forfait. Et je pense qu'il a raison, son interprétation me paraît correcte. Alors le problème, quelle est la pénétration du DMG actuellement en Belgique?
En Flandre, elle est assez bonne. On doit être entre 70 et 80%, peut-être 80%. En Wallonie, c'est pas mauvais. On est, à mon avis, aux alentours de 60-65%. À Bruxelles, c'est pas bon. On est aux alentours de 50% encore à Bruxelles. Et donc, c'est dramatique. Donc, il faut absolument qu'on arrive à les taux. Alors, j'ai proposé une technique encore récemment à l'INAMI, qui est très simple pour attribuer les patients. Vous savez que les mutualités savent quel médecin voit quel patient. Ils ont ça dans leur fichier. Et donc, elles peuvent définir comme ça quel est le médecin, je ne vais pas dire préféré, mais en tout cas plus important, principal. Et j'ai proposé qu'on envoie une lettre, on définit ça, on envoie une lettre aux médecins en question et aux patients en question, et on leur dit voilà, on a matché, on trouve que vous pourriez être partenaire de santé, donc DMG automatique, mais vous avez l'occasion de refuser si ça ne vous convient pas. Si ce médecin ne veut pas de ce patient et ce patient ne veut pas de ce médecin, eh bien, un des deux, ça suffit pour. Eh bien, donc on n'attribue pas. Je pense que beaucoup de. Mais par contre, si vous ne réagissez pas dans les 15 jours, 3 semaines, peu importe, le DMG sera attribué. Mais c'est intéressant parce que du côté wallon, on est un peu plus lent à signer les papiers. Ça va monter. Et du côté bruxellois, où c'est encore pire, ça va monter aussi. Donc le DMG, c'est un bon truc. Et ça diminue les prix, le ticket modérateur diminue. Oui. Toujours le micro. Oui, et le fait que le dossier médical soit papier ou que maintenant il soit rassemblé au niveau informatique dans sur le site Ma Santé, et donc il y a aucun, le fait que ce soit informatisé comme ça. Moi, j'avais pensé que ça se retrouvait sous forme de disquette ou sous forme de clé USB que le patient a sur lui. Mais le fait que ça se trouve dans un ordinateur centralisé, quel est le risque que, que les pharmacies, justement, finissent par avoir accès ou les entreprises pharmaceutiques, je veux dire. Pas seulement les pharmacies, c'est là-dessus que je voulais intervenir. C'est que de mon expérience au Portugal, d'une part, là, les médecins ont des listes. Il y a un risque auquel il faut être attentif, c'est que comme les médecins sont quand même observés suivant leurs prescriptions, donc leur quantité de prescriptions et d'examens, il y a une dérive que j'ai constatée, c'est que moi, par exemple, il y avait une quantité de diabétiques hypertendus qui, malgré tout, demandent plus d'examens et de suivi, qui ne trouvaient pas de médecin parce que certains médecins se mettent à choisir des patients qui ne les embêteront pas, puisqu'ils sont fonctionnalisés. Et qui ne leur poseront pas de problème au niveau de la hiérarchie par leur prescription. Ça, c'est une chose. L'autre question, c'est que le Portugal est exemplaire quelque part au niveau du dossier médical, puisque avec l'informatisation générale, on peut avoir accès aux résumés et aux prescriptions de toutes les consultations dans le service public. Donc, si j'ai un patient qui va à Lisbonne, à 150 km, il est reçu, je peux voir sur l'ordinateur, à condition que le réseau ne soit pas saturé, tout ce qui s'est passé. Donc, c'est très intéressant au niveau dossier, c'est très intéressant au niveau, par exemple, des vaccins, puisqu'on ne va pas vous refaire 50 fois la vaccination du tétanos parce qu'on ne sait pas si vous êtes en ordre. C'est national. Mais par contre, au niveau préservation de la vie privée, il y a un vrai problème. Parce qu'il y a l'employeur est parfois le service public lui-même.
Donc, par exemple, je vais prendre un exemple caricatural, mais un patient que je découvre HIV qui me demande de ne pas le mettre dans le dossier parce que sinon, il va perdre son emploi. Alors, on arrive au système que les médecins allemands avaient fait dans l'après-guerre, c'est d'avoir 2 dossiers médicaux. Un dossier médical officiel et même, ça allait jusqu'à, m'a-t-on dit, un cabinet de consultation hors réseau. Donc là, il y a réellement un risque sur lequel je voulais insister. Voilà. Merci. Donc, si je peux parler de l'informatique, la Belgique est assez avancée en informatique médicale. Je ne sais pas si c'est grâce à Robin, mais enfin, ça, c'est une autre question. Mais les risques que tu dis sont vrais. Tous les systèmes, à la fois, nous sommes partisans de l'accès du patient à ces données, évidemment, hein, et ceux qui ont connu la maison médicale de Seraing, qui l'ont visité ne fût-ce qu'une fois, savent que les patients avaient tous leur dossier papier sur leurs genoux dans la salle d'attente. Donc, si vous les regardez, tout était en accès libre. Donc, eh bien, paradoxalement, nous n'avons même pas réussi à faire une espèce de borne. Ça avait été prévu, mais ça n'a pas été réalisé. Une borne où les patients pourraient consulter leur dossier électronique dans la salle d'attente. Donc, ça reste. Donc, ce problème-là reste. Par contre, alors là, les données, où est-ce qu'elles sont? Ça m'a beaucoup fait rire, cette histoire, enfin, fait rire et pleurer en même temps, parce que on sait que des données, par exemple, se trouvaient dans un serveur à Strasbourg et ce serveur a cramé, hein. Donc, premier problème, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a combien de sauvegardes y a-t-il? En tout cas, une, c'est sûr que ça, c'est pas assez. Donc, c'est déjà une chose qu'on sait. En plus, on sait que certains traitements d'information font des trajets bizarres et il semblerait qu'il y ait des choses qu'une partie du traitement de l'information se fait en Russie. Je ne sais pas pourquoi. On n'est pas capable de faire ça nous-mêmes. Donc, ça aussi. Donc, est-ce que ces données sont accessibles avec des clés, faire sauter les clés? Tout ça est extrêmement angoissant. Et donc, nous n'avons pas, pour le moment, de réponse parfaite à donner. Et c'est vrai que pour les données sensibles, une série de médecins continue de faire exactement ce que Anne Lemaire, c'est ça? C'est Anne, ton prénom, oui. Disait, c'est-à-dire, il y a des informations qu'ils ne mettent pas dans le dossier informatisé et qu'ils gardent par deux verrous. C'est très emmerdant parce que je comprends bien que quelqu'un n'ait pas envie que son employeur sache qu'il est HIV, mais d'autre part, le médecin hospitalier, je pense qu'il est légitime qu'il sache que et l'infirmière, qu'il sache à qui il a affaire quand il a du sang sur les mains. Voilà. Donc, ça reste extrêmement compliqué. Moi, je me souviens, j'avais une patiente alcoolique et donc j'avais écrit dans son dossier qu'elle était alcoolique. Et c'est une patiente avec qui je m'entendais fort bien. Et elle me dit, mais je ne veux plus que tu mettes ce truc-là, je veux que tu enlèves ça. Bon, je l'ai barré, mais voilà. Et pour mes confrères, je leur expliquais quand même qui était cette patiente verbalement, parce que c'est une donnée très, très, très importante au point de vue de ces soins. Mais il n'y a pas de solution parfaite, simple en tout cas. Johan? Oui, bonjour. Je suis arrivé un peu en retard, j'avais autre chose. Peut-être que mes questions seront inopportunes ou bien on aurait trouvé une réponse précédemment. Tout d'abord, pour les dossiers médicaux, j'ai remarqué un cas concret personnel que la personne qui consulte un dossier médical d'hôpital doit donner son identité et c'est enregistré. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est parce que j'ai demandé à un ami médecin de Saint-Pierre de consulter le dossier de quelqu'un qui est dans un autre hôpital, un proche évidemment, et c'est pour la bonne cause, voir ce qui a été fait.
Et il m'a dit, je l'ai fait, mais je risque énormément, donc je préfère ne plus le refaire parce que c'est très bien contrôlé et ça peut provoquer des suites au niveau de l'éthique médicale. Ça, c'est une chose. Concernant, j'ai vu qu'on abordait le problème médecine générale et médecin spécialiste. Il me semble que pour aller consulter un spécialiste, il faut la prescription d'un généraliste. Ou bien, j'ai peut-être manqué quelque chose, hein, mais il me semble que quand on va spontanément voir un spécialiste, ben, au secrétariat, en tout cas dans les hôpitaux, on demande quand même quel est votre médecin qui vous a prescrit, etc. Et il faut savoir aussi ce qu'on demande. Donc ça, je ne sais pas si c'est respecté ou pas. Concernant les sociétés, les entreprises pharmaceutiques, oui, bien sûr, il y a des comportements scandaleux, mais il y a un rapport de force. Je sais qu'ils peuvent provoquer même une pénurie de certains médicaments si on les empêche trop. Ou bien c'est pas assez rentable, ou bien on impose des prix qui les intéressent pas, donc ils arrêtent. Hein. Et d'autre part, il y a toujours la menace de délocalisation, de supprimer des emplois, donc licenciement, etc., fermeture d'usine carrément ou d'une unité. Donc il y a quelque chose, il faut trouver quelque chose qui coupe ces chantages-là, ces pressions-là, parce que c'est impossible, ça ne va pas. Donc voilà, je soumets ça parce que je ne sais pas quelle est la solution. On voit très bien ce qui se passe actuellement avec la guerre des vaccins. Ça ne devrait pas arriver, c'est pas possible, c'est la santé des gens et on joue un pays contre l'autre, etc., etc. Donc voilà, c'est trois petites questions en passant par la Lorraine avec mes sabots. Ouais. Merci. Alors, non, en Belgique, il n'y a pas d'obligation de passer chez le généraliste pour aller chez le spécialiste. Ce n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, c'est un des combats de Winen et des chambres syndicales et donc de l'APSIM actuellement, qui est un combat permanent, c'est l'accès direct. Ça, alors, est-ce qu'il faut un accès indirect vraiment, comment je vais dire, obligatoire, c'est-à-dire avec le petit papier du généraliste? Moi, je ne suis pas, ça s'appelle l'échelonnement dur, c'est-à-dire il faut absolument ce papier. Moi, je ne suis pas pour ça, je suis pour des incitants financiers, c'est-à-dire le généraliste, on discute actuellement à la Chambre, le généraliste est gratuit, donc on va chez lui quand on en a besoin, et enfin gratuit au moment de l'épisode de soins, évidemment, et les gens qui ont un travail cotisent. Mais on y va quand on… Et si le généraliste estime que c'est valide, il fait un papier circonstancié. Il ne faut pas simplement dire « je l'envoie chez le truc » et puis démerdez-vous. Il faut qu'il dise pourquoi et quelle est la question qui est posée aux spécialistes. Ça, c'est vraiment très, très important. Parce que c'est notre job aussi de définir les questions. Et ce n'est pas pour ça que le spécialiste doit rester dans la question qui est posée, mais en tout cas, il faut qu'on définisse une question. Et à ce moment-là, pour moi, les soins du spécialiste devraient être gratuits aussi. Par contre, le patient qui court-circuite le système devrait payer. Et je pense que ça fera une régulation importante pour la majorité de la population. Les quelques pourcents qui sont très fortunés continueront à court-circuiter, et tant pis pour eux, je vais dire, parce que je pense que c'est une mauvaise idée. Voilà, donc ça c'est pour… Mais actuellement, il n'y a pas. Alors, je dis, toute cette discussion est en cours actuellement au Parlement avec des propositions à la fois de Beau et consorts, Eliane Tillieu aussi et consorts, et aussi Karine Giroflé et Bertels du SPA. Donc, on a un petit peu un arc-en-ciel de partis de gauche qui se sont mobilisés sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Le médicament, oui, on en a parlé. Donc, j'avais proposé que les États, ou encore mieux l'Europe, mais pour autant qu'elle abandonne son idolâtrie du marché, ce dont je ne suis pas sûr, mais enfin, on peut rêver, en tout cas, les grands ensembles politiques prennent du pouvoir dans les firmes pharmaceutiques avec ce qu'on appelle des golden shares, des actions en or,
qui leur permettent d'orienter certaines choses, par exemple, d'empêcher un prix trop élevé ou d'empêcher la suppression de la production d'un médicament. Enfin, donc, que des grandes décisions soient bloquables par ces golden shares. Voilà, ça c'est la proposition que je fais, parce que je répète, ça existe dans d'autres secteurs, comme le secteur de l'armement et le secteur de l'approvisionnement d'eau. Voilà, ce qu'on appelle les secteurs névralgiques, mais pour moi, la santé, c'est un secteur tout ce qu'il y a de névralgique. Donc, il suffit d'étendre. C'est un problème juridique beaucoup plus que politique, à mon avis. Excuse-moi, concernant les spécialistes, il y a encore une arme ou quelque chose qui joue là-dedans et qui est difficilement contrôlable, ce sont les délais pour avoir une consultation. Si le spécialiste est payé différemment en suivant qu'il est dans la chaîne généraliste, spécialiste ou bien initiative personnelle du patient, qui est peut-être mieux monnayé pour le spécialiste, il pourrait très bien donner un délai difficile, long, très long à l'un et très court à l'autre, donc pour dissuader de suivre une filière qui est moins rentable. Ça existe déjà. Hein. Oui, donc voilà. Les médecins qui sont dans le secteur public et qui ont leur consultation privée à côté. Là aussi, il y a quelque chose à faire, je pense. C'est 3 mois dans un cas, c'est 1 semaine dans l'autre. Voilà, ça varie, ça peut varier comme ça. Je n'en doute pas. C'est ou bien la file d'attente, ou bien la hausse des prix. Mais bon, d'abord, de nouveau, si on utilise le spécialiste uniquement pour là où il y a de la plus-value, moi je pense qu'il y aura assez de spécialistes. Je pense que la pénurie de spécialistes, elle est fictive. C'est parce qu'il y a une surutilisation du spécialiste. Et il y a une surutilisation du spécialiste parce qu'il n'y a pas beaucoup de généralistes et qu'actuellement, dans des tas de patelins, les généralistes refusent de nouveaux patients. Et donc, forcément, on ne peut pas faire de l'échelonnement si on n'a pas assez de généralistes. Je rappelle quand même que nos belles facultés de médecine du côté francophone, pendant 10 ans, on produit 25% de généralistes pour 75% de spécialistes, alors que les quotas qui avaient été décidés étaient de 43 généralistes pour 57 spécialistes. Donc, les facultés ont fabriqué de la pénurie de généralistes et pas de spécialistes. C'est pour ça, quand on me dit, le numerus clausus, moi, je me fous du numerus clausus. Moi, ce que je veux, c'est mes 43 à 57. Et puis, alors, dernière chose. Donc, j'ai parlé de ce qui se passe au Parlement. Je ne sais pas si ça va aboutir. Je parle d'autre chose, c'est ce qui se passe à l'INAMI. Maintenant, on a une refonte des honoraires. Et c'est évidemment un chantier qui va durer, je ne sais pas, je serai mort avant. Mais c'est vraiment très, très intéressant. Il y a 4 groupes de recherche qui travaillent avec les professionnels pour établir une espèce de grille d'évaluation de la valeur du travail. Et donc, on doit normalement créer une nouvelle échelle de valeur au sein des médecins. Et moi, je trouve ça super intéressant. Et, parce que la logique qui préside à ça est une logique qui me paraît juste. Et logique. Enfin, est-ce que ça doit aboutir à une diminution des écarts entre les professions? Alors, tout le monde sait qu'actuellement, il y a des prélèvements hospitaliers sur l'argent des spécialistes. Donc ça doit aussi s'arrêter. Il faut un honoraire pur, mais qui est aussi un honoraire maximal. Donc, plus de suppléments. Et le spécialiste ne sera pas content, il va quitter la Belgique. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce carré au centre duquel se trouve le généraliste? Oui. Donc, c'était une analyse qui était faite dans un bouquin qui s'appelait, si mes souvenirs sont bons, je le traduis en français parce qu'il est écrit en anglais, le généraliste dans le siège du pilote. Voilà, c'était dans le siège du conducteur. Driver seat. Et
ils avançaient, ils interrogeaient les généralistes, ils essayaient de comprendre parce que puisque le généraliste est un peu au cœur du système, dans la mesure où il doit normalement voir pratiquement toute la population et voir les problèmes qui se posent dans la population, il devrait pouvoir guider le système. Bon, mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le généraliste, ce qui est actuellement sa force et sa compétence la plus grande, c'est dans la relation interpersonnelle. Et donc, il a très peur, beaucoup de généralistes ont peur, de sacrifier ce côté-là au côté gestionnaire, au côté vision macro, vision collective, que Monique van der Maal, donc, qui avait rédigé sa thèse sur ce carré, si je puis dire, elle disait qu'il fallait s'intéresser donc au subjectif collectif qui était l'anthropologique et à l'objectif collectif qui était la santé publique. Comment va la population? Et que les généralistes ne se disent pas « je soigne des individus ». Oui, je soigne des individus, mais je soigne aussi une population. Et ça, on a bien observé ça avec le forfait ou avec le DMG, c'est que quand les gens ont fait ce contrat, on sait qu'on a une population et on sait combien de diabétiques rentrent dans les clous, combien sont hors les clous, combien d'hypertendus sont dans les clous, donc on peut voir combien de psychiatriques sont suivis ou pas suivis, et combien d'alcooliques, et qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Donc on peut mesurer notre impact. Mais cet aspect collectif, groupal, est quelque chose actuellement où je répète, les généralistes ont peur, s'ils vont trop dans ce sens-là, de perdre le contact avec le patient. Un des gros problèmes qu'on a pour, par exemple, transférer une série de tâches vers les infirmières qui sont tout à fait capables de suivre avec nous des diabétiques, c'est que beaucoup de médecins résistent parce qu'ils vont avoir une consultation en moins. Ce n'est pas pour de l'argent, hein, puisqu'ils sont forfaits. C'est à cause de ce lien. Et ils ont peur de distendre ce lien. Et donc, c'est ça l'écartèlement dans lequel ils se trouvent actuellement et qui bloque légèrement l'avancement des choses. Mais je pense qu'on y arrivera. Mais je répète, il y a vraiment une révolution culturelle à faire dans la profession qui est d'arriver vers une approche à la fois individuelle et collective. On ne va pas te donner la parole. Voilà. Vas-y. Georges et Myriam? Myriam, oui. Oui. Je voulais demander deux choses, moi. Je suis un peu interpellée, par exemple, par le fait que si ça manque de généralistes, mais que nous avons trop de spécialistes, si j'ai bien compris, oui. Est-ce que ça voudrait dire Est-ce que ça veut dire que beaucoup d'étudiants ont peur d'être généralistes? On dit souvent que c'est une vie plus dure, plus difficile peut-être, ou est-ce que plus froidement, ils se disent qu'ils vont gagner bien plus d'argent en étant spécialistes? Bon, ça c'est... Je suis en train de me tracasser là-dessus. Une autre chose que j'ai vécue avec mes grands-parents déjà il y a longtemps, et puis avec ma mère et ma belle-mère plus récemment, et qui m'ont choquée. Chaque fois, ça fait des années que ça me turlupine, ça. En vieillissant, j'ai remarqué que... On n'entend pas? Si. Ah bon. Par exemple, mes grands-parents se portaient fort bien. Ils étaient juste vieux. Ils sont morts respectivement à 94 et 95 ans. Et le généraliste s'était mis à aller les voir chaque semaine pour prendre l'attention, dire bonjour, rester 3 minutes. Et naïvement, moi j'ai vraiment cru longtemps que c'était par sympathie, comme c'était un médecin du quartier qui les connaissait depuis si longtemps et qui passait comme ça. Ben non, en fait, ils se faisaient payer. Pas grassement, évidemment, mais... Et mes grands-parents avaient de quoi, mais c'est un vol pour la sécurité sociale, ça, en fait. C'est ça qui me choque. Mes grands-parents, c'était pas un souci. Les deux fois. J'ai vu ça avec d'autres gens plus âgés. Le médecin qui passe, mais vraiment en coup de vent, prend l'attention, bonjour madame, bonjour monsieur, oh, vous êtes bien pour votre âge. En plus, il les félicite. Et puis, il s'en va. Parce qu'il revient chaque semaine. Et ma mère, c'était différent. Elle était très mal, elle, mais elle est morte d'Alzheimer. À la fin, elle était vraiment mal, maigre, etc. Mais en même temps,
Donc, ce n'était pas le même genre de personne, mais ça ne servait à rien non plus d'aller la voir toutes les semaines pour ne rien faire d'autre. Absolument. Tout le temps la même chose. Et à la maison de repos, donc pour ma mère, qui forcément n'est pas morte chez elle, puisque c'était plus possible, j'ai trouvé qu'il y avait trop de médecins, finalement, enfin, trop de ces visites inutiles, alors qu'il y a trop peu de soins. Les vrais soins, c'est les aides-soignantes qui les donnent. Elle passait en coup de vent et elle était seule, 99% de sa vie, elle était toute seule dans son lit. Et ce médecin qui passait inlassablement pour dire tout le temps la même chose. Et ça, c'est mon coup de gueule parce que je trouve que c'est du vol pour la collectivité et c'est de la maltraitance. Au bout du compte, elle était quand même mal soignée, ma mère, très mal soignée. Voilà, excusez-moi, j'ai envie de le dire. Du tout, mais Il n'y a pas de solution à ça, mais… Moi, j'approuve tout à fait ce que vous dites, mais j'en ai parlé un petit peu au début que la médecine à l'acte, ça favorise ce genre d'actes courts et inutiles. Donc, c'est pour ça que je suis content d'être au forfait et de ne pas avoir cette préoccupation. Quand je suis… Donc, je viens de voir une famille, enfin peu importe, il y a un enfant qui a un très grave handicap que je soigne depuis que j'ai commencé la médecine. Ça, c'était vraiment… Parce que je les ai découverts peut-être la deuxième garde que je faisais. Et je soigne toujours cette gamine qui maintenant a 40 ans, mais qui malheureusement est très, très largement handicapée. Et à cause entre guillemets, mon succès, parce qu'elle avait fait une pneumonie, bon, je l'avais envoyé, rien de très brillant, mais enfin, ils étaient contents. Et donc, les parents de la mère se sont inscrits à la maison médicale. Et j'ai débarqué là-bas, je prends l'attention, etc. De fait, c'était 2 hypertendus. Et puis après, ils ont développé un diabète, d'ailleurs, peu importe. Mais, et je dis, ben, je reviens le mois prochain. Alors, on me dit, mais le précédent venait toutes les semaines. J'ai dit, écoutez, je pense que c'est strictement inutile. Si vous tenez absolument, je vais passer. De toute façon, moi, je ne gagnerai pas un bal de plus. Mais je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Et voilà. Donc, on est passé très rapidement d'une fois par semaine, une fois par mois. Et on peut passer à une fois tous les 2 mois, etc. etc. Mais c'est vrai que ces passages hebdomadaires, j'ai même connu un médecin que j'ai remplacé à la frontière linguistique, qui voyait des patients tous les jours, sans aucune raison médicale. Mais il n'y a pas de règle pour ça. En fait, c'est ça la question que je voulais poser. Moi, il n'y a aucune règle prévue. Ah, si les 2 partenaires sont contents, il n'y a pas de règle. C'est ça le problème. Mais je suis d'accord avec vous. Hein. Je pense que pour la consultation de routine, le forfait est 1000 fois mieux que la médecine à l'acte. Parce que la médecine à l'acte va multiplier, comme je vous ai dit, c'est la planche à billets. Donc, c'est quelque chose qu'on ne fait jamais trop peu, la visite. Quoique maintenant, la visite à domicile est en train de s'effondrer. Hein. On pourrait en discuter aussi. Donc, il faudra garder ce que j'appelle un volant de visite à domicile de l'ordre de 10-15% de l'activité de généraliste. Si on ne fait pas ça, on va dans le mur. Hein. Mais bon. Au Portugal, puisque Anne nous parlait du Portugal, quand j'ai visité le Portugal avec De Rider, on était tous les deux pour nos centres de santé. Les généralistes portugais ne faisaient pas beaucoup de visites, hein, proche du zéro. Et ils envoyaient souvent des infirmières ou des assistantes sociales, donc ou des aides-soignants. Donc, à mon avis, moi, je trouve que c'est bien de voir le domicile pour le médecin. Il se rend compte de la situation concrète dans laquelle les gens vivent et c'est souvent très, très instructif. Mais il n'y a pas besoin de les multiplier, en effet. Peut-être qu'Anne peut nous dire quelque chose là-dessus. Depuis, je sais pas. Mais tu dois enlever ton micro, là. Anne, tu dois mettre ton micro. Je dirais que le gouvernement portugais a mis, enfin le ministère de la Santé a mis un minimum de visites à domicile à faire. Je suis d'accord sur
l'intérêt des visites à domicile est dans la connaissance du patient, de son environnement, de la famille. En même temps, je trouve qu'en Belgique, à l'époque, en tout cas où j'ai travaillé, on en faisait de trop parce que c'était, voilà, les gens vous appelaient au domicile parfois pour ne pas perdre la vision de leur série télé, quoi. Bon, c'est toute une éducation à faire, mais ça pouvait aller jusque-là. Donc, il y a un pourcentage effectivement à trouver, à définir. Maintenant, sur le fait des infirmières, des assistantes sociales, je trouve que le rôle des infirmières au Portugal, elles ont beaucoup plus d'activités, de pouvoir qu'ici en Belgique. Par exemple, ma consultation d'hypertendu et de diabétique, ben, les patients passent d'abord par l'infirmière qui discute avec eux sur leur régime, qui regarde leurs pieds une fois tous les mois, qui mesure la tension, qui regarde le poids. Et puis, ils viennent aux généralistes et je trouve ça excellent. Excellent, et ils ont un rapport beaucoup plus développé avec les patients et les familles. Et il y a même des consultations, je suis arrivée à ce qu'on puisse en faire en commun dans les consultations d'enfants, par exemple. Voilà. Tout à fait d'accord, hein, 1000 fois d'accord. Johan? J'avais pas de question, mais enfin, j'en avais une en réserve, si jamais on m'appelait. Je voulais savoir, connaître l'avis de ceux qui sont dans le secteur médical sur un renforcement pour les prochaines crises pandémiques ou catastrophes nationales quelconques de centres de protection civile. Il me semblait que dans le temps, il y avait beaucoup plus d'activités et en fait, ces dispositifs de protection civile sont en principe indépendants du politique. Ils comportent des gens du terrain, des experts et devraient être très bien équipés. Voilà, je me demande si ce ne serait pas la solution pour le prochain mutant, virus mutant, ou bien pour un prochain cataclysme quelconque, c'est que la protection civile, qui serait un organisme évidemment public, qui serait bien équipé, qui pourrait faire appel à des experts et qui aurait des équipes du terrain pour agir, ne pourrait pas mieux faire face à ce qui arrive aujourd'hui. Bon, il y a toujours évidemment la disponibilité des vaccins, mais je veux dire, même en cas de pandémie où le vaccin n'est pas encore défini, au moins organiser un peu tout ce qui est distribution dans les hôpitaux éventuellement, ou les premiers soins, le premier soin, quoi, et aider également les personnes, aider la population, aider les citoyens. Je ne sais pas quel est l'avis de ceux qui sont dans le secteur de santé ou social. Ça débouche peut-être sur la question plus vaste de l'organisation absolument, qui me semble absolument indispensable là aujourd'hui. L'organisation, la réorganisation du secteur des soins de santé. Donc, je parle à dessein de soins de santé plus large que juste le rôle du médecin face à ce qui se profile, c'est-à-dire des pandémies probablement à répétition. Oui, je crois que quand les ministres font leurs déclarations, par exemple notre Premier ministre, qui a été élu par peut-être 15% des voix pour toute la Belgique, je ne vois pas à quel titre est-ce qu'il peut
imposer ou proposer ou disposer je pense qu'il faudrait un système parallèle qui ne soit pas politique, qui soit réellement au service de la population, des citoyens, et pas par le biais politique. Je ne sais pas si c'est utopique ou pas, je n'ai aucune idée. Moi, si je peux dire à quoi ça me fait penser, ces services civils, c'est que, par exemple, on manquait d'oxygène. Or, ça, c'est quelque chose qui permet justement le maintien à domicile. Et aussi, on a très, très fortement déconseillé aux généralistes d'utiliser des corticoïdes, alors qu'en fait, ça permettait de maintenir des gens à domicile. Et ça, je l'ai testé moi-même. Mais donc, vraiment, un malade, c'est un contaminant. Hein, il contamine les autres. Donc, si on peut garder les gens à domicile, et on pouvait en garder à domicile tant qu'on avait un certain contrôle sur leur saturation d'oxygène, ils n'allaient pas contaminer les autres. Ils allaient contaminer peut-être un tout petit cluster local, mais s'ils étaient tout seuls, en plus, personne. Donc, même dans une maison de repos, c'est resté dans leur chambre, ils contaminaient que les gens qui les voyaient. Là, il fallait qu'il y ait des équipements, évidemment. Mais je pense que dès le moment où on est dans un hôpital, on est foutu. Parce que on concentre les gens qui sont bourrés de virus et l'hôpital est contaminé. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, et on bloque les autres services. Oui, tout à fait. Services, on a ou autres qui doivent passer. Complètement impuissants, oui. Oui, tout à fait. Donc, moi, je pense qu'en effet, il faut essayer d'organiser les choses pour que toujours pouvoir aller, enfin, dans la plus grande mesure possible, maintenir les gens à domicile. Et c'est pour ça que je ne suis pas un fan des maisons de repos, personnellement. C'est une de mes guerres. Je suis pour la suppression des maisons de repos. Ma mère était aussi démente sur la fin de sa vie. Et pour moi, elle était en maison de repos pour une mauvaise raison. Je pense qu'on peut garder des démons à domicile s'ils ne sont pas dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres, et qu'on a des systèmes de surveillance de chute électronique et des services de relevage la nuit. Or, ces deux choses manquent actuellement. Mais avec ça, et il faut les clés aussi. Troisième chose. À ce moment-là, un démon qui se casse la figure, il y aura l'alarme, on a les clés, on va le relever. Si les releveurs qui auront une formation minimale voient que ça a l'air cassé ou que ça a l'air moche, ils appellent le médecin de garde. C'est justement une des bonnes raisons d'appeler un médecin de garde qui hospitalise, qui n'hospitalise pas en fonction de ce qu'il observe. Et donc, on peut maintenir les gens. Et puis, s'ils meurent à domicile à 95 ans, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas s'angoisser. On n'est pas obligé de ranimer. Enfin bon, ça, c'est une autre discussion. Mais je ne vois pas ce qu'on a gagné à garder ma mère 5 ans de plus dans une maison de repos. Il y a l'environnement social qui joue parfois, parce que si votre maman ou la mienne sont isolés et ont peu de contact, ou alors il faut prévoir également 1 heure ou 2, des amitiés qui peuvent se créer auprès de la personne si la famille n'est pas toujours disponible. Bon, la famille, c'est 1 ou 2 fois par semaine, mais jour après jour, il faut quand même peut-être un contact social qui existe dans certaines maisons de repos. Il y a des amitiés qui se créent entre les pensionnaires, des activités communes. Les gens sont bien, moi, mais je ne connais pas beaucoup de mes patients qui veulent aller en maison de repos. Ah, ma mère, elle a demandé, elle dit, j'en ai marre de faire les courses, j'en ai marre de faire les courses, la vaisselle, j'en ai marre de préparer les repas, voilà, j'arrête. Si c'est volontaire, je n'ai pas de problème, mais je ne connais pas beaucoup de patients qui courent pour aller dans une maison de repos. Hein. Franchement, je n'ai pas rencontré des masses, mais bon, je n'exclus pas. Donc, je suis partisan de maintenir les gens à domicile quand ils le veulent, hein, avec un minimum de sécurité. Il ne faut pas que les gens souffrent. Ça ne sert à rien qu'ils se cassent la figure et puis qu'ils soient toute la nuit couchés avec une fracture. Hein. Oui, ça ne doit pas arriver. Donc, il faut des systèmes de sauvegarde pour ces situations-là, mais à part ça. Oui, Yann. Micro. Réactiver, c'est ça? Comme ça marche? Bravo. Oui. Je ne suis pas spécialiste là-dedans.
par rapport au service de protection civile, il y a deux choses, je voudrais dire, qui est nécessité d'organiser en dehors des hôpitaux, certainement, pour éviter une concentration hospitalière, comme tu le dis pas très bien, ça, tout à fait d'accord. Maintenant, attention, moi, je dirais au risque d'un État qui prend de plus en plus de pouvoir dans la vie et dans le contrôle des citoyens et à préserver quand même la liberté. Et autre remarque, attention à ne pas priver encore plus les hôpitaux de leurs moyens. Je veux dire que j'ai une fille et un beau-fils qui travaillent dans les services d'urgence. Je sais à quel point ils donnent leur maximum, mais il ne faut pas oublier qu'on a supprimé je ne sais pas combien de milliers de lits d'hôpitaux et que dans la situation des soins intensifs, il y a une pénurie organisée dont nos gouvernements sont responsables. On n'a pas pris de marge de sécurité. Voilà. Alors, pour la question des lits, je rappelle que Jean Hermès pensait qu'on pouvait encore supprimer 10 000 lits. Hein. Donc, et je ne suis pas loin de penser la même chose. Maintenant, est-ce qu'il faut des réserves de lits? Oui, mais ça c'est autre chose. En cas de pandémie, on a besoin de plus de lits. Mais ça doit être des lits dormants pour moi. Ça ne doit pas être des lits qu'on essaie de remplir à toute force avec des gens qui n'ont rien à foutre dans un lit. Donc, c'est compliqué votre question. Hein. Moi, je répète, on a fabriqué trop de gynécologues parce que il y a trop de pédiatres. On a fabriqué, en tout cas, ces deux disciplines-là sont en très grand surnombre. Pourquoi? Parce que dans les services hospitaliers, ils ont besoin de chair à canon pour faire la garde. Et ça, les seniors ne font plus de garde en général. Donc, il faut des assistants pour faire la garde. Alors, vous avez besoin de beaucoup d'assistants parce que la réponse au nombre limité d'étudiants en fac. Donc, je répète, en spécialité, il y a assez d'étudiants. Et le problème, c'est qu'on fait des pédiatres pour faire la garde, on fait des gynécologues pour faire la garde, mais le problème, après, ils sont diplômés et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prescrivent des pilules, ce qu'un généraliste sait faire. Ils posent des stérilés, ce qu'un généraliste sait faire. Ils font des frottis de colle, ce qu'un généraliste sait faire. Et même une sage-femme sait faire. Donc, on se retrouve avec des gens qui ont une surcompétence par rapport à leur activité, et c'est du gaspillage éhonté. Savez-vous quand même que beaucoup de gynécologues faisaient des frottis de colle tous les 6 mois? Et ce qui est jugé utile actuellement par toutes les profs de santé publique, c'est une fois tous les 2 ou 3 ans. D'ailleurs, maintenant, le frottis n'est plus remboursé que tous les 2 ans. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans les hôpitaux qui ne devraient pas y être. S'il y avait une organisation, c'est vrai que si vous passez une semaine à l'hôpital, en général, vous allez avoir tous vos examens et ça sera fini. Mais je pense qu'on peut organiser ça en ambulatoire pour des patients qui ne vont pas très mal. On peut leur faire on fait le scanner le lundi, on fait l'IMG le mardi, etc., etc. C'est chaque fois un transport, mais si ce sont des gens qui sont valides et qui peuvent se déplacer, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas organiser toute cette série d'examens sur une semaine, donc le même délai, mais sans hébergement. L'hôtellerie coûte très très cher. Hein. Il faut bien vous rendre compte de ça. Hein. C'est colossal l'hôtellerie dans le prix. Une nuit d'hôpital, c'est une année de forfait médecin, kiné, infirmière dans une maison médicale. C'est de l'ordre de 15% des gens qui vont à l'hôpital sur une année, hein, 15% de la population. Ça, c'est intéressant. Donc, une nuit d'hôpital, c'est une année de forfait Absolument. médecin. Ah oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on peut renforcer la première ligne sans dépenser beaucoup d'argent.
c'est vrai que on va transmettre, on va mettre sur le, Je fournirai les vrais le- chiffres en Oui, mais détail. on a les chiffres. J'ai les D'accord. chiffres, justement. On voulait les mettre Je ne les ai sur pas le ici, site donc. de Attaque. On les a, on a recherché. Je te les soumettrai. Tu peux vérifier si c'est bien la même chose. Mais oui, il y a une diminution quand même du nombre de lits d'hôpitaux de quelques 68 000 en 2000 à 60 000 en 2019 et ça a continué après. Donc, et alors que la population Augmente. vieillissante a augmenté. Mais bon, voilà, Ça, c'est très clair. euh, euh, les budgets n'ont pas augmenté. Mais ce qu'on se pose quand même la question, c'est comment fédérer les différents acteurs de la santé, justement, entre les généralistes et les spécialistes, où il y en a certains qui se respectent, que dont tu as parlé, mais il y en a quand même beaucoup qui considèrent les autres comme euh, vraiment Des minus. des gens qui n'ont aucune importance. Moi, je l'ai entendu quand je suis arrivé pour mon infarctus la semaine dernière. Le gars qui m'a reçu, il dit, mais qu'est-ce qu'il a foutu votre médecin traitant? Bon, euh, et on ressent alors, ce problème d'opposition et on ressent la hiérarchie avec les infirmières et on ressent toute cette tension qui existe dans les corps médicaux, le responsable infirmier et le responsable médecin. Et comment est-ce qu'on peut arriver à faire travailler ces gens-là ensemble avec des objectifs de santé sur lesquels on obtiendra un accord, quoi. Alors, c'est un de mes Parce rêves. qu'effectivement, quand tu entends à la TV... Pardon? Il y a encore deux autres personnes, je pense. Enfin, je ne sais pas si Johan veut enlever sa main ou bien s'il est là de façon permanente. Mais Myriam. Georges qui voulait intervenir. Georges. Oui, merci beaucoup. Moi, j'avais une question concernant la durée. Enfin, je me questionne par rapport à la durée d'hospitalisation lors d'un accouchement qui se réduit de façon assez invraisemblable. Ma fille, évidemment, elle vit à Londres, alors vous me direz, on ne peut pas comparer des pommes et des poires, bien entendu. Mais naissance sous césarienne, elle est restée moins de 48 heures. Est-ce que là, on n'est pas dans un excès inverse? Moi, je ne enfin, pour moi, c'est trop court, je pense, pour une césarienne personnellement, mais c'est une tendance extrêmement lourde. Alors ça, c'est un des gros problèmes qu'on a, c'est parce que les gens qui font le plus de travaux de santé publique, c'est pas les Belges, c'est pas les Français, c'est pas les Italiens, c'est surtout le monde anglo-saxon. Et les États-Unis, malheureusement, vous savez, ils ont le plus mauvais système de santé du monde, puisque c'est un système qui est extrêmement inégalitaire. On peut remercier quand même Obama d'avoir essayé d'avancer, et apparemment Biden veut continuer d'avancer dans le sens d'une sécurité sociale. Jusqu'à peu, ce n'était pas ça du tout. Donc, c'était les assurances qui payaient. Et les assurances ne voulaient pas payer, évidemment, comme tout assureur. Enfin, ceux qui ont eu un sinistre savent bien que les assureurs aiment bien de vendre des assurances, mais n'aiment pas de payer pour les sinistres. Donc, on est dans cette logique-là. Et je ne vois vraiment pas la logique, par contre, humaine, de virer une personne qui a été césarienne, donc c'est une intervention chirurgicale, en 2 jours. Ça me paraît complètement ridicule. Mais c'est vrai que la tendance est très, très forte en chirurgie et pas que pour les problèmes d'accouchement. C'est toutes les chirurgies qui raccourcissent. Hein. Et avec quand même une certaine prise de risque. Hein. Quand vous avez un pontage et que vous le remballez en moins d'une semaine,
je dis, j'ai connu ce cas-là parce que j'envoyais le kiné voir mon patient et qui m'a dit, il me semble qu'il a une drôle de tête, ton patient. Alors, je suis allé le voir, je l'ai pris dans ma voiture, ce qu'il ne faut jamais faire, on le fait quand même, et je l'ai conduit au CHU parce qu'il avait été opéré là. Il faisait une hémorragie du péricarde. Donc, mais je suis d'accord que dans certains cas, on va beaucoup trop vite. Maintenant, c'est plutôt, je dis, du côté de la chirurgie que je vois des problèmes. Mais du côté de la médecine, beaucoup de problèmes médicaux peuvent se résoudre en ambulatoire. Maintenant, c'est quelqu'un qui habite très loin d'un hôpital. Bon, alors, de nouveau, il faudrait des critères objectifs pour hospitaliser des gens pour faire une série d'examens. Par exemple, celui de la distance pourrait en être un. Mais quelqu'un qui habite dans l'agglomération liégeoise et qui va dans un hôpital liégeois, je pense qu'il peut le faire en la plupart des examens de médecine en ambulatoire. C'est pas, oui, maintenant, s'il est en danger, on a l'impression qu'il est en train de passer l'arme à gauche, évidemment, on l'hospitalise. Il y avait une autre question. Oui, Ah, elle est partie l'autre main. Il y avait une autre main levée, mais. On a parlé encore du nombre. Moi, je vais reparler du numerus clausus. Hein, mais Eric, tu avais autre chose à dire? Non, il me semblait tantôt, Corinne avait dit qu'il y avait 2 mains levées, pas seulement. Non, mais c'était Johan et c'était Une main non enlevée. levé. Voilà. Voilà. Mais donc, je ne sais pas si M. Liard est encore là, parce qu'on aurait pu parler de santé mentale aussi, parce que c'est un point très important. Oui, Eric, ah oui, je le vois. Oui. Eric. Donc, je crois vraiment que la santé mentale, c'est une question très importante. Et là aussi, la santé mentale, est-ce que les gens doivent être hébergés en hôpital psychiatrique ou est-ce qu'il faut essayer de se démerder pour qu'ils restent chez eux, pour autant qu'ils ne soient pas dangereux pour eux ou pour un autre? Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose qui me paraît important, que les soins de santé mentale soient intégrés à la première ligne. Actuellement, ce n'est pas facile. Dans les maisons médicales, on a quand même presque partout des psychologues, mais ça reste une grande partie encore sur fonds propres ou par le patient lui-même. Et les systèmes de bloc ne sont pas très efficaces pour les prises en charge psychiatriques. Donc, il faudrait qu'on élargisse un peu l'assiette de remboursement des psychologues pour en faire des acteurs de santé comme les médecins, les infirmières et disposer de plus grands moyens pour prendre en charge les problèmes psychologiques au domicile. Oui, je peux intervenir là-dessus. C'est vrai qu'au niveau de la santé mentale, c'est très compliqué, hein, je veux dire ainsi. Surtout que pour l'instant, au niveau de la réforme, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, du projet 107, au niveau des réformes 107, maintenant, on est en train de dire dans les hôpitaux psychiatriques qu'il faut qu'ils sortent. Hein, on est de dire, non, il ne faut plus qu'ils restent dans les hôpitaux psychiatriques. On va mettre d'autres choses en place pour qu'ils sortent doucement, quoi. Et au niveau des institutions, que ce soit les services de santé mentale et autres, hein, au niveau des régions, hein, parce que moi je suis à plusieurs régions, donc j'ai un mandat au niveau pour le réseau 107, Liège, Luxembourg et le Namur et Verviers qu'on est en train de remettre en place. On est en train de maintenant dire, ah oui, mais attention, pour qu'ils sortent, il faut qu'on mette des moyens. D'accord, je suis d'accord qu'il faut qu'on mette des moyens de service, etc. Mais on n'a pas un euro en plus pour pouvoir les aider. Nous autres, on est subventionnés par la région wallonne pour mettre en place des activités de loisirs, justement, pour qu'ils soient au niveau occupés la journée. Mais seulement, au niveau de la région wallonne, on reçoit un subside annuel, mais pour la subvention 2020, pas de subvention. Donc, on a dû travailler sur 0 € de la région wallonne. Et la région wallonne nous envoie un courrier, je crois que c'était le 10 décembre 2020. Nous vous accordons votre suivi de 2020. Mais en sachant que notre suivi se termine le 31 décembre 2020. Donc, j'ai mon enveloppe, mais j'ai 15 jours, entre guillemets, pour liquider ma subvention. Je fais quoi à ce moment-là?
Donc, je renvoie un mail à la région Wallonne en disant oui, merci pour notre subvention qui arrive super tard cette année-ci. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir, est-ce que je pourrais éventuellement ne pas demander ma subvention 2021 et cet argent-là pourrait servir pour 2021, comme ça, voilà. La région Wallonne nous répond non, la subvention, c'est une subvention annuelle, donc vous devez la liquider, entre guillemets, pour le 31 décembre. Oui, mais 31 décembre, c'est demain, hein, sans compter les congés de fin d'année. Ce qu'ils nous ont proposé, c'est de faire, on a négocié, entre guillemets, ils ont dit, écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est on fait un repos de 3 mois. J'ai dit, oui, mais 3 mois, ça veut dire que fin mars, je n'arrive de nouveau en fin de subvention. Et qu'est-ce que je fais pour l'année 2021? Parce qu'on est toujours en attente d'une nouvelle subvention 2021. Si la subvention revient toujours en fin d'année, qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Moi, je veux bien aider les personnes qui sont dans le besoin, mais voilà, la situation au niveau de la santé mentale est très, très, très compliquée. Au niveau, que ce soit ici à Liège, que ce soit au Luxembourg, avec mes collègues des provinces, des autres provinces, on est toujours en train de se battre, entre guillemets, pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Les subventions arrivent quand la région Wallonne a envie de nous répondre. Et on nous répond, oui, mais c'est à cause du Covid. Je réponds, non, c'est pas vrai. Parce que quand on reprend les années précédentes, notre subvention, elle vient quand elle veut. Des fois, elle tombe au mois de mai, des fois, elle tombe au mois de juin, des fois, elle tombe au mois de juillet. Donc, qu'on arrête un peu de dire que c'est à cause du Covid, on continue, quoi. Donc voilà, donc c'est toujours le problème au niveau de la santé mentale. Quand moi je vais aussi, hein, ce que j'ai entendu aussi au niveau de l'AVIC, qui disent comme ça, oui, mais il faudrait créer de plus en plus de clubs de loisirs. Hein, c'est ce qu'on entend maintenant de plus en plus, pour que ce soit des personnes en situation de handicap ou non personnes handicap. Hein, donc ça n'a rien à voir, il n'y a pas de catégorie, je veux dire ainsi, de personnes. C'est pour tout citoyen. Je réponds d'accord, mais quel est le financement? Ah oui, mais il n'y a pas de financement. Donc, vous voulez qu'on crée des clubs de loisirs pour des personnes en situation de handicap ou la population, mais il n'y a pas de financement. Mais comment vous voulez qu'on fasse? Le personnel, nous autres, il ne viendra pas gratuitement. Ah oui, mais il faudrait travailler sur base de volontaires. Ah oui, je veux bien travailler sur des bases volontaires. Un médecin ou ne viendra pas volontairement donner, enfin, voilà, on fait une consultation ou faire une activité, quoi. La santé mentale, elle est très, 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 très compliquée. Et je pense qu'au niveau fédéral, on a eu, moi, je trouve qu'on a eu l'ancien gouvernement au niveau du cabinet de Maggie de Bloch. Elle était pour ça, justement, elle, pour la santé mentale. Mais le nouveau ministre qu'on a, voilà, il ne veut pas entendre parler de la santé mentale. Pour lui, ce n'est pas prioritaire, quoi. Donc voilà, je veux dire, voilà, on nous ferme un peu des portes au niveau de la santé mentale et quand des fois on annonce des chiffres, hein, on va aider les psychologues de première ligne, etc. Mais au niveau des réseaux, on ne voit rien arriver pour le moment, quoi. Alors qu'on est dans une urgence psychologique et sociale pour l'instant, mais au niveau de la santé mentale, on ne voit rien arriver, quoi. Okay. Juste une toute petite chose concernant la bureaucratie, parce qu'en fait, ce dont vous souffrez, c'est de la bureaucratie en matière de gestion des subventions. L'avantage du forfait et du fait qu'on ait des associations, donc on n'est pas de droit public, on est de droit privé, mais dans une volonté de service public. Moi, je trouve c'est avantageux parce que, de fait, ce qu'on reçoit, 80 à 90% de l'argent dans une maison médicale, ce sont des honoraires. Alors, les honoraires, on fait ce qu'on veut avec. Hein. On peut les stocker, on peut les déstocker, vous comprenez? On ne peut pas faire du bénéfice, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distribuer des bénéfices aux acteurs. Hein. Ça, on ne peut pas. Mais on peut réserver de l'argent pour plus tard. Donc, vos difficultés existent parce que on vous rembourse vos factures quelque part, on vous rembourse vos dépenses. Et ce système de remboursement des dépenses est très pervers, je pense. Déjà, quand j'étais à l'école
secondaire, on disait, ah oui, la subvention système, il faut vite acheter des machines à écrire, des choses comme ça, parce que après, si on a dépensé moins, on aura moins l'année prochaine. Bon, toute une série de phénomènes bureaucratiques dont il faut essayer de se débarrasser et assouplir les systèmes. Donc, je suis assez partisan, je dois dire, de systèmes associatifs. Je suis plutôt à gauche sur le modèle proudhonien, donc un modèle très, très autogestionnaire et où évidemment il faut un contrôle public, ça je souhaite et je demande un contrôle public de nos activités, mais une grande autonomie dans la façon de prendre les décisions. Voilà. Et il faut qu'il y ait des patients qui soient présents dans la maison médicale pour décider, il faut qu'il y ait des experts de la société civile, il peut y avoir des patients psychiatriques dans la maison médicale qui ont droit de vote. Donc tout ça, moi je pense que c'est important, mais ça garde une très grande souplesse de gestion qu'ont beaucoup moins les administrations, il faut le reconnaître. Et donc, pour conclure, parce que nous allons, ça va bientôt être 10 heures, là, il y a des questions qui restent là et qui sont pas prêts, je pense, d'avoir une réponse définitive, qui sont comment on fédérer, hein, c'est la question que posait Eric, comment fédérer les différents acteurs du secteur de la santé. Comment, et en fait là tu viens d'en donner une réponse, hein, comment gérer l'argent, hein, une organisation autonome mais contrôlée, c'est ça. Hein? C'est la proposition que je fais. Hein. Oui, ben oui, enfin c'est oui. Mais avec quand même des ressources, quoi. Hein, il faut quand même qu'il y ait voilà. Vous savez, enfin, puisque vous parlez des ressources, j'ai fait un exposé avec une collègue infirmière, enfin une ex-collègue, puisque on n'est plus dans la même boîte, mais j'ai travaillé avec elle pendant des années. Elle est infirmière diabétologue et on faisait un exposé sur le diabète. Et qu'est-ce qu'on disait là? Reposez votre question, s'il vous plaît. Oui, non, c'était... Les ressources, vous parlez des ressources. Je ne sais plus, c'est pas grave, ça me reviendra. Il y avait fédéré les différents acteurs, oui. La façon de gérer les ressources, mais il faut aussi qu'elles arrivent, enfin qu'elles soient là, les ressources. Hein, ah oui, c'est ça, maintenant ça me revient, les ressources. Voilà. Donc, il y avait, j'avais retrouvé dans les documents dynamiques combien coûtaient les conventions diabétiques. Les conventions diabétiques, c'est ce qui passe par l'hôpital entre un diabétologue et des patients. Et le coût de ce qu'on appelle les trajets de soins diabétiques, les pré-trajets de soins diabétiques, eh bien, quels étaient les gros volumes? C'était la convention diabétique et le pharma. Le trajet de soins qui est fait par le généraliste et aussi un peu le spécialiste d'ailleurs, et aussi l'infirmière diabétologue et aussi la diététicienne, et le pré-trajet qui n'est fait que par le généraliste, ça ne coûtait pas 10%, mais pas 10% du total de la dépense diabétique par rapport à la convention et au pharma. Donc, la médecine de première ligne ne coûte pas cher. Il n'y a pas un vrai problème de ressources si on veut, mais il faut faire des économies un petit peu de l'autre côté. Et alors, mon rêve, c'est ça que je voulais vous dire, puis je vais vous fiche la paix, la collaboration entre spécialistes et généralistes. Un de mes rêves, c'est que les hôpitaux servent aussi de centre névralgique d'études des populations. Par exemple, prenons Serein avec l'hôpital du Bois de l'Abbaye, et puis supposons qu'il y a seulement des maisons médicales ou des centres de santé
avec des gens inscrits, hein, avec le DMG ou avec l'inscription forfaitaire, eh bien, on se rencontre entre médecins généralistes et spécialistes pour discuter de la santé de la population. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'eux vont avoir un regard sur les chiffres qu'on leur amène en matière de sucre, de glyquée, de tension. Ils vont dire, ah, ça. Et puis, regarde quand même ton patient, soi-disant bien équilibré, il est quand même arrivé à ce problème-là. Donc, que moi, j'ai vu aux urgences ou à l'hôpital. Donc, moi, mon rêve, c'est que les généralistes et les spécialistes, et aussi des infirmières et enfin, les gens que ça intéresse, puissent venir pour discuter de comment on soigne une population. La population de serein, par exemple. Serein, Flémal, Ougré. Donc, et je pense que ça permettrait de ressouder les généralistes et les spécialistes, et chacun dans ses compétences. Parce qu'actuellement, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Voilà, donc ça, c'est mon rêve. C'est une belle conclusion. Je nous invite collectivement à nous renseigner sur les actions prévues pour le 7 avril. Une personne de contact, c'est Gilles Grégoire, que nous avions invité aussi en novembre, hein, et qui nous en a parlé là tout à l'heure au CADTM, qui est donc très actif dans le cadre de la santé en lutte. Voilà. Est-ce que je donne la parole encore à l'une ou l'autre pour un dernier mot? Anne? Non. Evelyne? Non. Voilà, je crois, Pierre, que nous avais fait une belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, et bon courage dans vos activités. N'hésitez pas à m'inviter, comme ça je pourrais aussi devenir un spectateur. Oui. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Tout vraiment très, très clair. Un tout grand merci, en tout cas. Merci beaucoup.